Imaginez que vous tenez dans vos mains la clé du destin de l'univers entier. Pas d'une galaxie, pas d'un système solaire, de tout ce qui existe, de chaque étoile, de chaque atome, de chaque seconde de temps qui s'est jamais écoulée depuis le premier instant du cosmos. Cette clé, les physiciens pensaient la connaître. Pendant 27 ans, ils dormaient tranquilles avec une certitude absolue. Une force invisible mais constante, stable comme un roc, pilotait l'expansion de l'univers vers une fin froide et prévisible. Puis en mars 2025, dans le désert de l'Arizona, un instrument pointé vers 15 millions de galaxies a renvoyé des données qui ont fait trembler les fondations de toute la cosmologie moderne. Cette force n'est peut-être pas stable, elle s'affaiblit, et si elle continue à décliner, si elle disparaît complètement, alors tout ce que nous croyons savoir sur la fin de l'univers est faux. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime pour ne pas manquer les autres mystères cosmiques que nous découvrons chaque semaine. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Et si vous voulez soutenir notre travail, le lien dans la description vous permet de faire un don directement à notre chaîne. Chaque soutien nous aide à continuer et nous afficherons les noms de tous nos donateurs dans la prochaine vidéo. Dans votre message de don, vous pouvez également nous proposer un sujet scientifique que vous aimeriez que nous traitions dans l'une de nos prochaines vidéos. Vos idées comptent vraiment. Maintenant, retournons au début. Pas au début de cette histoire, mais au début de tout. Il y a environ 13 800 millions d'années, l'univers est né d'un état de chaleur et de densité inimaginable. Depuis ce premier instant, il n'a cessé de s'étendre, comme une bulle de savon qui gonfle sans jamais éclater. Pendant des milliards d'années, les physiciens ont supposé que cette expansion ralentissait progressivement. Logique implacable. La gravité attire, freine, retient. Toute la matière de l'univers tire sur tout le reste. Tôt ou tard, pensait-on, cette force collective stopperait l'expansion. L'univers se contracterait peut-être sur lui-même, ou il continuerait à se dilater, mais de plus en plus lentement, comme une balle lancée en l'air qui finit par ralentir. En 1998, 2 équipes de scientifiques ont voulu mesurer précisément ce ralentissement. Ce qu'ils ont trouvé à la place a changé la physique pour toujours. Et aujourd'hui, en 2025, ce que de nouveaux instruments révèlent menace de tout changer une seconde fois. Commençons par le commencement. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la cosmologie reposait sur une image simple et puissante de l'univers. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble avait fait une découverte stupéfiante. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, toutes, sans exception, dans toutes les directions. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. C'était la preuve directe que l'univers était en expansion. Non pas que les galaxies se déplacent dans l'espace, mais que l'espace lui-même se dilate, comme la surface d'un ballon qu'on gonfle. Les points dessinés sur le ballon ne bougent pas, et pourtant, tous s'éloignent les uns des autres à mesure que le ballon grossit. Cette découverte fondait immédiatement une question cruciale. Si l'univers se dilate aujourd'hui, est-ce qu'il va continuer à le faire pour toujours ? Ou bien la gravité va-t-elle finir par reprendre le dessus ? Imaginez cette même balle lancée vers le haut. Tout dépend de la vitesse initiale. Si vous la lancez trop doucement, la gravité terrestre la ralentira, la stoppera, la fera retomber. Si vous la lancez à une vitesse suffisamment grande, la vitesse de libération, elle s'échappera définitivement et ne reviendra jamais. L'univers, pensaient les physiciens, obéissait à la même logique. Tout dépendait de sa densité totale de matière. Suffisamment de matière, et la gravité stopperait l'expansion. Big Crunch, l'effondrement final. Pas assez de matière, et l'expansion continuerait indéfiniment. Un refroidissement lent et progressif, la mort froide du cosmos. Pendant des décennies, la communauté scientifique s'est divisée sur cette question. Certains mesuraient la densité de matière visible, d'étoiles et de galaxies, et concluaient que l'univers était trop léger pour jamais s'effondrer. Il était condamné à se dilater éternellement, se refroidir lentement jusqu'à une obscurité totale. D'autres espéraient trouver suffisamment de matière cachée, la mystérieuse matière noire, invisible mais gravitationnellement active, pour refermer l'univers sur lui-même. Mais une chose faisait l'unanimité, l'expansion ralentissait. Toute la matière, visible et invisible, exerçait une attraction gravitationnelle sur tout le reste. Certes, cette attraction ne suffirait peut-être pas à stopper l'expansion complètement, mais elle la freinait nécessairement. C'était une certitude gravée dans les équations de la relativité générale d'Einstein. Une certitude absolue. Une certitude sur laquelle allaient bientôt s'écraser 2 équipes de scientifiques, rivalisant à qui découvrirait la même chose impossible. Et pendant ce temps, un homme qui pensait avoir commis la plus grande erreur de sa vie avait planté un germe que personne, en 1929, n'imaginait pouvoir un jour germer. Ce homme s'appelait Albert Einstein.
et son erreur allait s'avérer être la vérité. Revenons à l'année 1917. Albert Einstein vient de publier sa théorie de la relativité générale, qui décrit comment la matière courbe l'espace et le temps. Quand il applique ces équations à l'univers entier, il découvre quelque chose qui le trouble profondément. Ces équations ne permettent pas un univers statique. Elles prédisent inévitablement un univers en expansion ou en contraction. Or, à l'époque, tout le monde croit que l'univers est éternel et immuable, stable, sans début ni fin. Einstein, lui-même prisonnier de ce préjugé, ajoute alors à ces équations un terme artificiel, qu'il nomme la constante cosmologique. Ce terme agit comme une pression répulsive qui contrebalance exactement la gravité, maintenant l'univers dans un état stationnaire. Quand Hubble découvre en 1929 que l'univers est bel et bien en expansion, Einstein est mortifié. Il retire aussitôt la constante cosmologique et la qualifie publiquement de plus grande erreur de sa vie. Si l'univers s'expand déjà, nul besoin d'une force répulsive artificielle pour l'empêcher de s'effondrer. Ce terme était une verrue sur ses équations, une tricherie intellectuelle, une concession aux préjugés de son époque. Ce que personne ne soupçonnait à ce moment-là, pas même Einstein, c'est que cette erreur allait ressurgir 69 ans plus tard sous une forme totalement inattendue et s'imposer comme l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Car la nuit où tout a changé n'est arrivée qu'en 1998. Cette nuit-là, ou plutôt au terme de plusieurs années de travail obsessionnel, deux équipes de scientifiques rivales ont abouti simultanément à la même conclusion terrifiante. Saul Perlmutter, basé au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, dirigeait le Supernova Cosmology Project depuis 1988. Brian Schmidt, astronome australien, avait fondé sa propre équipe rivale en 1994, la IZ Supernova Search Team, où un jeune analyste de données nommé Adam Rees allait jouer un rôle décisif. Les deux équipes utilisaient la même stratégie. Elles observaient des supernovae de type 1, des étoiles qui explosent toujours avec exactement la même luminosité intrinsèque, comme des phares cosmiques normalisés. En comparant la luminosité observée depuis la Terre à la luminosité réelle connue, on peut calculer très précisément la distance à laquelle cette explosion s'est produite. Et en mesurant simultanément le décalage vers le rouge de la lumière, ce glissement vers les longueurs d'onde plus longues qui indique à quelle vitesse un objet s'éloigne, on obtient le taux d'expansion de l'univers à différentes époques de son histoire. Le plan était simple. Mesurer le ralentissement de l'expansion, confirmer ce que tout le monde savait, publier des chiffres précis, rentrer à la maison. Ce qui est arrivé à la place a retourné la cosmologie comme un gant. Les supernovae lointaines étaient trop faibles. Pas de beaucoup, environ 10 à 15% plus faibles qu'attendu, mais de manière systématique et reproductible, dans les deux jeux de données indépendants. Une supernova qui semblait trop lointaine par rapport à sa vitesse d'éloignement, comme si l'univers avait été plus petit qu'attendu à l'époque de ses explosions, comme si l'expansion avait été plus lente dans le passé et s'était ensuite accélérée. Accélérée. L'univers n'était pas en train de ralentir, il accélérait. Rees a repassé les données des dizaines de fois. Perlmutter a fait de même. Les deux équipes ont cherché des erreurs systématiques, des biais instrumentaux, des poussières interstellaires qui auraient pu atténuer la lumière des supernovae. Rien. Les résultats tenaient bon. En 1998, les deux équipes publient simultanément leurs conclusions. L'univers est en expansion accélérée. Quelque chose, une énergie invisible, distribuée uniformément dans tout l'espace, dotée d'une pression répulsive, pousse les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite. Une force qui ressemble étrangement à la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite, puis retirée en la qualifiant d'erreur. La communauté scientifique a mis quelques mois à accepter les résultats, puis les a adoptés pleinement. Le terme « énergie sombre » Dark Energy est apparu pour la première fois dans un article de Hutterer et Turner en 1998, quelques mois seulement après la découverte. En 2011, Perlmutter, Schmidt et Rees ont reçu le prix Nobel de physique pour cette découverte qualifiée au moment de sa publication de percée de l'année par le magazine Science. Mais derrière la victoire, une question brûlait. Qu'est-ce que c'était exactement cette énergie sombre ? Et pourquoi n'en savions-nous rien ? Cette question allait hanter la physique pendant les 27 années suivantes, jusqu'à ce qu'en 2025, de nouvelles données commencent à suggérer quelque chose de plus troublant encore. Non seulement nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre, mais peut-être que notre hypothèse de base la concernant est fausse. L'énergie sombre représente environ 68% du contenu total de l'univers. La matière noire en représente environ 27%. La matière ordinaire, les étoiles, les planètes, les gaz interstellaires, vous, moi, tout ce que nous pouvons voir ou toucher, à peine 5%.
Nous existons dans un univers dont nous ne comprenons directement que 5% du contenu. Le reste est noir, invisible, inconnu. Et c'est la portion la plus massive de ce mystère, l'énergie sombre, qui décide du destin de tout. Mais qu'est-ce que c'est, concrètement, l'énergie sombre ? Essayons de visualiser la chose. Prenez un pain de mie que vous faites cuire au four. À l'intérieur de la pâte, des bulles d'air se trouvent uniformément réparties. Quand le pain gonfle, ces bulles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. C'est la pâte elle-même qui se dilate, et toutes les bulles s'éloignent les unes des autres à mesure que la pâte grossit. Maintenant, supposez que la pâte elle-même possède une énergie intrinsèque qui la pousse à gonfler de plus en plus vite, indépendamment de sa quantité. C'est précisément ce qu'est l'énergie sombre, une propriété de l'espace lui-même, une énergie qui ne se dilue pas quand l'univers s'expand, mais reste constante, ou du moins, c'est ce que nous pensions. La version la plus simple de l'énergie sombre est la constante cosmologique d'Einstein, symbolisée par la lettre grecque lambda. Dans ce modèle, chaque centimètre cube d'espace vide contient une quantité fixe d'énergie, invariable dans le temps. Quand l'univers s'expand et que l'espace se crée, cette nouvelle portion d'espace contient elle aussi la même densité d'énergie. L'énergie sombre totale augmente donc avec le volume de l'univers, et son effet répulsif devient de plus en plus dominant au fil des milliards d'années. Ce qui explique pourquoi l'expansion s'accélère. La pression de cette énergie est négative. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé de tout. Une pression positive résiste à l'expansion, comme l'air comprimé dans un ballon qui tendrait à le contracter si on relâchait la tension de la membrane. Une pression négative, au contraire, tend à tirer les parois vers l'extérieur, à favoriser l'expansion. L'énergie sombre agit comme une tension cosmique sur le tissu de l'espace, l'étirant de l'intérieur. Cette description semble presque satisfaisante, mais elle cache un problème d'une ampleur vertigineuse. La physique quantique nous dit que le vide n'est pas vraiment vide. À l'échelle subatomique, des paires de particules et d'antiparticules surgissent spontanément du néant, existent une fraction d'instant, puis s'annihilent et disparaissent à nouveau. Cette effervescence quantique permanente crée une énergie du vide. Les physiciens ont tenté de calculer la valeur de cette énergie en utilisant les équations de la mécanique quantique. Résultat, elle devrait être colossale, des centaines de fois de puissance 10 au-dessus de la valeur observée de la constante cosmologique. L'écart entre la prédiction théorique et la valeur mesurée est l'une des plus grandes discordances de toute l'histoire de la physique. 120 ordres de grandeur d'écart, c'est-à-dire 1 avec 120 zéros. Ce problème est si profond qu'il porte un nom, le problème de la constante cosmologique. Et il suggère que, même si notre modèle de l'énergie sombre est correct en apparence, son origine reste dans l'ombre. La physique quantique et la relativité générale donnent des réponses incompatibles sur ce qu'elle devrait être. C'est précisément pourquoi les physiciens ont proposé des alternatives. La plus sérieuse s'appelle la quintessence. La quintessence, le nom évoque la cinquième essence des philosophes antiques, est un champ scalaire dynamique, un peu comme le champ électromagnétique ou le champ gravitationnel, mais différent. Au lieu d'une constante cosmologique figée, ce champ évolue dans le temps, se déplace lentement dans l'espace et peut avoir une valeur qui varie selon l'époque cosmique. La densité d'énergie associée à ce champ n'est pas fixe. Elle peut augmenter ou diminuer selon l'évolution du potentiel du champ. Dans certains modèles, ce champ oscille lentement, comme une balle qui roule sur un terrain légèrement incliné. Sa valeur aujourd'hui n'est pas nécessairement identique à sa valeur hier ou demain. Elle peut s'affaiblir. Elle peut même, dans certains modèles, s'inverser, basculer d'une pression répulsive à une pression attractive, et alors la gravité reprendrait le dessus. C'est exactement le scénario que les données de DESI rendent plausible. L'évolution du paramètre W, le rapport entre la pression de l'énergie sombre et sa densité, s'était éloignée de la valeur attendue pour une constante cosmologique simple. Il y a quelques milliards d'années, ce paramètre semblait indiquer une énergie sombre plus forte qu'aujourd'hui, une valeur qui décline, un champ qui se dissipe. Pour comprendre comment DESI a lu cette évolution dans la lumière de millions de galaxies, il faut comprendre comment on lit l'histoire passée de l'univers à travers le cosmos, comme on lit les cernes d'un arbre pour reconstituer des saisons révolues. Plantons le décor. Nous sommes dans le désert de l'Arizona, à 2100 mètres d'altitude, au sommet de Kitt Peak. La nuit est tombée. Le ciel est d'un noir parfait, sans lune, sans pollution lumineuse. Sur ce pic rocheux se dresse le télescope Mayal, un instrument à miroir de 4 mètres de diamètre qui observe l'univers depuis les années 1970. Mais depuis 2021, ce télescope vénérable est équipé d'un instrument révolutionnaire, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, connu sous l'acronyme DESI. DESI est une machine d'une précision extraordinaire. Sur son plan focal,
la partie du télescope où convergent les rayons lumineux, sont disposés 5000 bras robotisés, chacun portant à son extrémité une fibre optique de la largeur d'un cheveu humain. En une seule observation de 20 minutes, ces 5000 bras se positionnent simultanément sur 5000 objets différents dans le ciel. Des galaxies lointaines, des quasars brillants, des nuages de gaz intergalactiques, et capturent leur lumière, l'acheminent vers 10 spectrographes et produisent 5000 spectres simultanément. Chaque nuit claire, DESY enregistre jusqu'à 150 000 nouveaux objets. C'est plus que son prédécesseur le plus performant n'en observait en un an. Mais à quoi servent ces spectres ? Pourquoi est-ce si important de décomposer la lumière de millions de galaxies en arc-en-ciel de couleurs ? Imaginez que vous regardez une ambulance s'éloigner de vous. La sirène que vous entendez descend progressivement en tonalité. Le son est étiré par le mouvement. C'est l'effet Doppler. La lumière obéit à la même loi. Quand une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière est décalée vers les longueurs d'onde plus longues, vers le rouge. Plus la galaxie s'éloigne vite, plus ce décalage est important. En mesurant ce décalage vers le rouge, dans le spectre d'une galaxie, on peut calculer précisément sa vitesse d'éloignement. Mais DESY ne mesure pas seulement des vitesses. Il exploite un phénomène beaucoup plus subtil, inscrit comme une signature en la distribution des galaxies à travers tout l'univers, les oscillations acoustiques baryoniques. Voici ce que c'est. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était un plasma bouillant, extrêmement dense et chaud. Dans ce plasma, la matière et la lumière étaient intimement couplées. Des ondes de pression, semblables à des ondes sonores, se propageaient dans cette soupe cosmique primordiale, comprimant et dilatant alternativement la matière. Ces ondes se déplaçaient vers l'extérieur à une vitesse comparable à celle de la lumière. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que matière et lumière se découplent. La lumière s'est libérée, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le fond diffus cosmologique, l'écho lumineux du Big Bang, et les ondes sonores se sont figées sur place, comme des vagues pétrifiées dans la roche. Ce gel a laissé une empreinte permanente dans la distribution des galaxies. À cette distance précise, où les ondes se sont arrêtées, il y a légèrement plus de galaxies qu'ailleurs. Cette empreinte, cette bulle fossilisée, a une taille bien définie, connue avec précision. Elle sert d'étalon de mesure cosmique. En observant cette empreinte à différentes distances, c'est-à-dire à différentes époques de l'histoire de l'univers, on peut mesurer comment l'expansion a varié au fil du temps. Et c'est exactement ce que DESY a fait. Après 3 ans d'observation et 15 millions de galaxies cartographiées, DESY a produit la plus grande carte tridimensionnelle jamais réalisée de l'univers. Une carte qui couvre 11 milliards d'années d'histoire cosmique. Et ce que cette carte révèle est troublant. L'expansion de l'univers n'a pas suivi un rythme constant, celui qu'on attendrait d'une énergie sombre stable comme une constante cosmologique. Au contraire, il y a environ 7 milliards d'années, l'accélération était légèrement plus forte qu'aujourd'hui, et depuis environ 2,5 milliards d'années, elle semble diminuer. L'énergie sombre n'est peut-être pas une constante. Elle évolue, elle s'affaiblit. Lors de la conférence de la Société américaine de physique à Anaheim en mars 2025, Alexis Leoto-Arnett, l'un des porte-parole de la collaboration DESY, qui réunit 70 institutions à travers le monde, a déclaré que ces résultats étaient profondément intrigants et que nous étions, peut-être, à l'aube d'une découverte majeure sur la nature fondamentale de notre univers. Ces résultats de la 3e année d'observation de DESY atteignent une fiabilité statistique de 4,2 sigma, ce qui signifie qu'il y a environ une chance sur 40 000 que ces conclusions soient dues au hasard. C'est impressionnant. Mais en physique, le seuil d'or pour valider une découverte est de 5 sigma, une chance sur 3,5 millions. Cette barre n'est pas encore franchie, mais elle est en vue. Et ce qui renforce considérablement la crédibilité de ces résultats, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Combinés à d'autres observations indépendantes, les mesures du fond diffus cosmologique, les données des supernovae, la façon dont la gravité déforme la lumière des galaxies lointaines, ils forment une convergence troublante. De plus en plus de données, venues de méthodes totalement différentes, pointent dans la même direction. En novembre 2025, une équipe sud-coréenne dirigée par le professeur Yong-Wook Lee de l'université Yonsei a publié dans les Monthly Notices of la Royal Astronomical Society une réanalyse des données de supernovae originales de 1998. En tenant compte de l'âge des galaxies hautes, un facteur précédemment négligé, son équipe a montré que l'énergie sombre pourrait effectivement évoluer et que l'expansion de l'univers serait en train de ralentir. 2 équipes indépendantes ont ensuite réexaminé ces travaux et les ont globalement confirmés. Le doute s'installe. Quelque chose, dans notre modèle de l'univers, n'est pas tout à fait juste.
Mais ce n'est pas le seul signal d'alarme. Il y a un autre conflit qui couve dans la cosmologie depuis plusieurs années et qui s'est intensifié en 2025 au point que certains scientifiques ont commencé à parler de crise. Ce conflit porte sur une valeur apparemment simple, la vitesse à laquelle l'univers s'expand aujourd'hui. Cette vitesse est caractérisée par ce qu'on appelle la constante de Hubble, et selon la méthode qu'on utilise pour la mesurer, on obtient des résultats incompatibles. D'un côté, on peut mesurer la constante de Hubble en regardant vers le futur, c'est-à-dire en observant des objets proches, des galaxies voisines, des étoiles pulsantes appelées céphéides, des supernovas dans des galaxies proches. Adam Riess et son équipe ont perfectionné cette méthode pendant des années. Ils obtiennent une valeur qui correspond à un univers s'expandant légèrement plus vite que prévu. De l'autre côté, on peut mesurer la constante de Hubble en regardant vers le passé, en étudiant le fond diffus cosmologique, cet écho lumineux du Big Bang capté par des satellites comme Planck, et en extrapolant depuis le modèle standard de la cosmologie. Cette méthode donne une valeur légèrement plus faible. La différence entre les deux mesures semble petite en apparence, mais elle est significative. Elle ne ressemble pas à une erreur de mesure, elle ressemble à une contradiction réelle entre deux façons de voir l'univers. L'une qui regarde son état actuel, l'autre qui lit son état dans sa jeunesse. Si l'univers de aujourd'hui s'expand plus vite que ce que son état primordial laissait prévoir, quelque chose s'est passé entre-temps qui a accéléré l'expansion au-delà des prédictions. Cette discordance, baptisée tension de Hubble, était déjà connue depuis plusieurs années. Mais en janvier 2025, lors d'une réunion de la Société astronomique américaine, Dan Skolnick, de l'université Duke, a déclaré publiquement que la tension était maintenant une crise. Son équipe venait de montrer que l'amas de galaxies Coma, un amas massif bien connu, se trouvait significativement plus proche que ce que le modèle standard prédit. Et au début de 2025, une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters a fourni les résultats les plus précis à ce jour, confirmant une valeur encore plus élevée pour la constante de Hubble locale. Adam Riess lui-même, celui qui a contribué à découvrir l'accélération cosmique en 1998 et a reçu le Nobel en 2011 pour cela, a exprimé son défi croissant face à ce mystère. Ce qui était une tension est maintenant devenu une crise. Deux crises simultanées donc. L'énergie sombre qui s'affaiblit selon Daisy, la constante de Hubble qui résiste à la réconciliation selon les mesures locales et globales, ces deux anomalies pourraient n'être que des erreurs de mesure sophistiquées, ou elles pourraient être les premiers signes visibles d'une nouvelle physique, quelque chose au-delà du modèle standard, quelque chose qui change fondamentalement notre compréhension de l'univers. Pour comprendre ce que cette nouvelle physique pourrait être, il faut comprendre quelle théorie alternative à la constante cosmologique existe, parce que c'est là que se trouve la vraie richesse du problème. Retournons à la question fondamentale. Si l'énergie sombre n'est pas une constante, qu'est-ce qu'elle pourrait être ? La réponse courte est que nous avons plusieurs candidats. Aucun n'est confirmé, et chacun prédit un destin différent pour l'univers. Le premier candidat, et le plus sérieusement étudié, est la quintessence. Imaginez un pendule. Un pendule ordinaire oscille d'un côté à l'autre autour de sa position d'équilibre. Maintenant, imaginez un pendule dans un paysage légèrement incliné, où la position d'équilibre change lentement avec le temps. Le pendule se déplace lentement vers le bas de la pente, libérant progressivement son énergie potentielle. La quintessence fonctionne sur le même principe. C'est un champ qui évolue lentement le long d'un potentiel d'énergie, comme une balle qui roule sur un terrain légèrement en pente. Sa densité d'énergie n'est pas fixe, elle change avec le temps, ce qui signifie que son effet sur l'expansion de l'univers change aussi. Dans certains modèles de quintessence, ce champ diminue lentement, l'énergie sombre s'affaiblit progressivement. Dans d'autres modèles, il peut même changer de signe, passer d'une pression répulsive à une pression attractive. Si cela se produit, l'expansion cesserait et la contraction débuterait. Ce serait le signal d'alarme ultime, non pas une découverte abstraite dans un article scientifique, mais le début de la fin physique de l'univers tel que nous le connaissons. Le deuxième type de théorie alternative consiste à modifier les équations de la gravité elle-même. Peut-être que la relativité générale d'Einstein, si précise à toutes les échelles que nous avons testées, n'est pas tout à fait juste à l'échelle cosmique. Des théories dites FR modifient la façon dont la courbure de l'espace-temps est liée à la matière et à l'énergie. Des théories de gravité scalaire tenseur introduisent un champ supplémentaire couplé à la gravité. Des modèles de cosmologie branaire, issus de la théorie des cordes, suggèrent que notre univers est une membrane à 3 dimensions, flottant dans un espace à plus de dimensions, et que la gravité peut fuir dans ces dimensions supplémentaires, affectant l'expansion cosmique. Ces approches sont séduisantes, car elles ne nécessitent pas d'inventer une nouvelle forme d'énergie.
elles changent simplement les règles de la gravité. Mais elles ont toutes un problème commun. Elles prédisent des effets qui devraient être mesurables à l'échelle du système solaire. Et jusqu'ici, aucune déviation par rapport à la relativité générale n'a été détectée à cette échelle. Il existe un troisième candidat, plus exotique, l'énergie fantôme. Dans ce modèle, le paramètre W de l'énergie sombre est inférieur à -1, encore plus négatif que la constante cosmologique. Dans ce cas, la densité d'énergie sombre n'augmente pas simplement avec le volume de l'univers, elle augmente de plus en plus vite, de manière effrénée. La conséquence serait catastrophique. L'expansion s'emballerait dans un crescendo fatal, déchirant d'abord les amas de galaxies, puis les galaxies elles-mêmes, puis les systèmes stellaires, puis les planètes, puis les molécules, puis les atomes, jusqu'à ce que tout l'univers soit réduit en poussière de particules élémentaires dans un événement appelé le Grand Déchirement, ou Big Rip. Curieusement, les données initiales de DESI de 2024 suggéraient que la valeur de W dans le passé lointain était inférieure à -1, ce qui serait caractéristique de l'énergie fantôme, avant d'augmenter vers des valeurs plus faibles aujourd'hui. Cette combinaison est particulièrement déroutante, car elle ne correspond à aucun des modèles simples. Enfin, certains physiciens proposent une solution encore plus radicale. L'énergie sombre n'existe peut-être pas du tout. L'accélération de l'expansion pourrait être un artefact de notre modèle, le résultat de la façon dont nous calculons la moyenne d'un univers qui n'est pas parfaitement homogène à petite échelle. Ou encore la conséquence d'une distribution irrégulière de la matière qui crée des illusions de vitesse d'expansion différentes selon la direction d'observation. Ces modèles inhomogènes sont minoritaires, et aucune preuve observationnelle directe ne les soutient encore. Mais ils rappellent que la physique n'a pas fini d'explorer toutes les possibilités. Face à cette forêt de théories, une question s'impose naturellement. Comment allons-nous trancher ? Quels instruments, quelles données, quelles précisions nous permettront de distinguer la constante cosmologique d'Einstein de la quintessence, de la gravité modifiée ou de l'énergie fantôme ? La réponse est en cours de construction, dans l'espace et dans les déserts du monde. Et la course à la réponse finale n'a jamais été aussi intense. En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, 2 observatoires sont en train de scruter l'univers avec une précision que les physiciens de 1998 auraient jugée impossible. L'un orbite à 1 500 000 km de la Terre, dans l'obscurité absolue de l'espace, à un point gravitationnel stable, d'où aucune perturbation terrestre ne peut brouiller sa vision. L'autre se dresse dans le désert de l'Arizona, continuant nuit après nuit à collecter les spectres de dizaines de milliers de galaxies. Ensemble, ils représentent la meilleure chance que l'humanité ait jamais eue de comprendre la nature de l'énergie sombre et, par conséquent, de lire le destin de l'univers avant qu'il ne se produise. Le premier de ces instruments est le télescope spatial Euclide, lancé en juillet 2023 par l'Agence spatiale européenne. Euclide est une machine conçue avec un seul objectif en tête, cartographier l'univers sombre. Il observe depuis le point de Lagrange L2 le même point de stabilité gravitationnelle qu'occupe le télescope James Webb, situé à environ 1 500 000 km derrière la Terre dans la direction opposée au Soleil. Sa mission est d'une ambition sans précédent, photographier un tiers du ciel extragalactique sur 6 ans, en produisant des images suffisamment précises pour mesurer la déformation de la forme des galaxies provoquée par la matière noire et l'énergie sombre à travers des milliards d'années-lumière d'espace. Comment fait-il cela ? Imaginez regarder un bâton droit à travers un verre d'eau. La réfraction le courbe, le déforme légèrement. La lumière des galaxies lointaines fait exactement la même chose quand elle traverse des concentrations de matière, noire ou lumineuse, sur son chemin vers nous. Les galaxies proches déforment et amplifient les images des galaxies plus lointaines, créant de petits arcs, de légères ellipticités, des distorsions à peine perceptibles. En mesurant statistiquement ces déformations sur des centaines de millions de galaxies, on peut cartographier la distribution de toute la matière de l'univers, visible et invisible, et comprendre comment l'énergie sombre a influencé la croissance des structures cosmiques au fil du temps. Le 19 mars 2025, Euclide a publié ses premières données massives. En une seule semaine d'observation, il avait déjà détecté 26 millions de galaxies, certaines situées à plus de 10 milliards d'années-lumière. Sa première grande mosaïque de 208 gigapixels, dévoilée en octobre 2024 lors du Congrès international d'astronautique à Milan, couvrait plus de 500 fois la surface de la pleine Lune, avec une netteté comparable à celle du télescope spatial Hubble. C'était l'1% du relevé total prévu, 1%, et déjà 14 millions de galaxies, mesurées avec une précision suffisante pour étudier les effets de la matière noire. D'ici 2030, Euclide aura photographié plus d'1,5 milliard de galaxies.
Ces données permettront de tester les différents modèles d'énergie sombre avec une précision que les observations actuelles ne peuvent pas atteindre. En particulier, elles permettront de distinguer une constante cosmologique d'Einstein d'un champ de quintessence dynamique, si la différence est mesurable. Les premiers résultats cosmologiques complets de la mission sont attendus en 2026. Pendant ce temps, DESI continue sa propre moisson. Après 3 ans d'opération et 15 millions de galaxies cartographiées, l'instrument poursuit sa 5e et dernière année d'observation prévue avant qu'une version améliorée, baptisée DESI-2, ne prenne la relève. Une collaboration ambitieuse nommée SPEC-S5 planifie déjà l'instrument spectroscopique de prochaine génération, capable de sonder l'univers avec encore plus de précision. Et dans les années 2030, une expérience colossale baptisée CMBS-4, combinant des dizaines de télescopes au pôle sud et au Chili, cartographiera le fond diffus cosmologique avec une résolution sans précédent. L'observatoire Vera Rubin, en construction au Chili, va lui aussi entrer en jeu. Ce télescope grand champ effectuera un relevé photographique de l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits pendant 10 ans, produisant le catalogue d'objets cosmiques le plus complet jamais réalisé. Des supernovae, des amas de galaxies, des lentilles gravitationnelles, des milliards d'événements que les algorithmes d'intelligence artificielle devront trier, classer et analyser pour extraire des informations sur l'énergie sombre. Mustafa Ishaq Bouchaki, chercheur à l'université du Texas à Dallas et membre de l'équipe DESI, estime que le seuil des 5 sigma, la certitude quasi absolue d'une découverte réelle, pourrait être atteint d'ici 2 ans grâce aux données supplémentaires que DESI continuera de fournir. Joshua Freeman, cofondateur du programme Dark Energy Survey, parle d'un moment charnière. Étienne Burtin, physicien au CEA et l'un des responsables de l'analyse des données de DESI, résume l'enjeu avec une clarté saisissante. Si l'énergie sombre dynamique se confirme, ce sera une révolution d'une ampleur comparable à la découverte de l'accélération de l'expansion en 1998. Nous vivons, en temps réel, les premières heures de cette révolution potentielle. Mais supposons un instant que les données confirment ce que DESI suggère. Supposons que l'énergie sombre s'affaiblit vraiment. Que se passe-t-il ensuite ? Vers quoi l'univers se dirige-t-il ? Les physiciens ont développé plusieurs scénarios, et chacun d'eux est plus vertigineux que le précédent. Commençons par le scénario qui redevient le plus plausible si l'énergie sombre continue à décliner. L'effondrement cosmique, le Big Crunch. Pour comprendre ce qui se passe dans ce cas, il faut d'abord comprendre l'équilibre de force en jeu dans l'univers en ce moment. Pensez à un bras de fer cosmique. D'un côté, la gravité, cette attraction universelle qui lie les atomes en molécules, les molécules en planètes, les planètes en systèmes solaires, les étoiles en galaxies, les galaxies en amas. La gravité tire tout vers tout, dans toutes les directions, à chaque instant. De l'autre côté, l'énergie sombre, cette pression répulsive distribuée uniformément dans l'espace qui pousse l'espace lui-même à se dilater. En ce moment, l'énergie sombre gagne. C'est pourquoi l'expansion s'accélère. Mais que se passe-t-il lorsque ce camp perd progressivement du terrain, comme le suggèrent les données de DESI ? Au début, pas grand-chose de visible. L'expansion continue, mais sa vitesse d'accélération diminue. Les galaxies continuent de s'éloigner, mais un peu moins vite qu'avant. À des échelles humaines, des milliers, des millions d'années, rien ne changerait perceptiblement. L'univers ressemblerait à peu près à ce qu'il est aujourd'hui. Mais sur des milliards d'années, le changement serait inexorable. Si ce déclin se poursuit suffisamment, la pression répulsive atteint un point d'équilibre avec la gravité. L'expansion ralentit de plus en plus. Elle s'arrête. Et puis, dans un moment que les physiciens appellent avec une précision froide le point de retournement, l'expansion s'inverse. Les galaxies cessent de s'éloigner. Elles commencent à se rapprocher. D'abord, imperceptiblement, puis de plus en plus vite. Ce qui suit ressemble au Big Bang joué à l'envers, mais à une vitesse qui s'accélère elle aussi, comme une balle qui tombe dans un puits de gravité de plus en plus profond. À mesure que l'univers se contracte, sa densité augmente, sa température augmente. Les galaxies, d'abord isolées dans leur obscurité, commencent à se rapprocher les unes des autres. Leurs bords extérieurs se touchent d'abord, des filaments de gaz intergalactiques qui se rejoignent, des flux de matière noire qui se mélangent. Ensuite, vient le moment où les amas de galaxies commencent à fusionner. Des galaxies entières se percutent, s'interpénètrent dans un balai gravitationnel violent. Les systèmes solaires sont déstabilisés. Les planètes sont éjectées de leurs orbites ou précipitées dans leur étoile. Le ciel nocturne, s'il existait encore des yeux pour le regarder, ne serait plus une toile d'étoiles distantes, mais une mer lumineuse de galaxies proches, un ciel d'une blancheur aveuglante.
la chaleur monte. Le fond diffus cosmologique, ce rayonnement de fond à 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu aujourd'hui, se réchauffe à mesure que l'univers se comprime. Il commence à ressembler à un four. À quelques centaines de milliers d'années du point final, sa température atteint plusieurs milliers de degrés, la surface de notre Soleil. Les étoiles, incapables de rayonner leur chaleur dans un environnement aussi chaud, s'éteignent de l'extérieur vers l'intérieur. Les molécules se désintègrent, les atomes perdent leurs électrons, les noyaux atomiques se désagrègent. La matière retourne à l'état de plasma primordial, la même soupe de quarks et de gluons qui existait dans les premiers instants après le Big Bang. Puis, les forces fondamentales elles-mêmes commencent à se réunifier, effaçant les distinctions entre électromagnétisme, force nucléaire faible et forte. L'espace se referme sur lui-même, le temps atteint une singularité, le Big Crunch, un point infiniment dense, infiniment chaud, infiniment petit, un miroir exact du Big Bang, mais en sens inverse. Et après, c'est là que la physique moderne atteint ses limites. Les équations de la relativité générale deviennent muettes. À des densités aussi extrêmes, les effets quantiques de la gravité, que nous ne savons pas encore calculer correctement, doivent dominer. La théorie de la gravité quantique à boucle, les théories des cordes, les modèles de cosmologie cyclique, chacun propose une réponse différente à ce qui se passe au-delà de la singularité du Big Crunch. Et l'une de ces réponses est peut-être la plus fascinante de toutes. Et si le Big Crunch n'était pas une fin, mais un recommencement? C'est l'idée centrale du grand rebond, le Big Bounce. Selon ce modèle, la singularité du Big Crunch ne représente pas la fin absolue de tout, l'espace, le temps, la matière effacée à jamais, mais un point de rebond, une densité maximale au-delà de laquelle un nouveau cycle d'expansion démarre. L'univers serait alors comme un cœur cosmique qui bat, expansion, contraction, rebond, expansion à nouveau, dans une pulsation éternelle, sans commencement ni fin véritable. Cette idée n'est pas nouvelle. Les premiers modèles d'univers cyclique ont été développés dès la première moitié du XXe siècle. Mais dans leur forme initiale, ils se heurtaient à un problème fondamental, la thermodynamique. Chaque cycle d'expansion et de contraction produirait de l'entropie, du désordre. Et si l'entropie ne peut qu'augmenter d'un cycle à l'autre, les cycles successifs devraient devenir de plus en plus grands et de plus en plus longs, jusqu'à ce que le modèle cyclique perde son sens. Cette objection semblait fatale. Elle l'est peut-être moins qu'on ne le pensait. En 2001, les physiciens Paul Steinhardt et Neil Turok ont proposé une version radicalement nouvelle de l'univers cyclique, fondée sur la théorie des cordes. Leur modèle postule que notre univers est une brane, une membrane à 3 dimensions spatiales, flottant dans un espace à plus de dimensions. Une autre brane invisible lui fait face, séparée par une distance infinitésimale dans cette dimension supplémentaire. Périodiquement, les deux branes entrent en collision. Cette collision produit une quantité phénoménale d'énergie et de matière, ce qui ressemble, de notre point de vue, à un Big Bang. L'univers s'expand alors pendant des milliards d'années, les branes se séparent à nouveau, puis se rapprochent pour une nouvelle collision. Dans ce modèle, il n'y a pas de singularité au sens classique, pas de point où la densité devient infinie et les lois de la physique s'effondrent. La densité atteint une valeur maximale très élevée, mais finit, puis rebondit. Le temps lui-même n'a pas de début, il s'étend à l'infini dans les deux directions. Indépendamment du modèle de Steinhardt et Turok, la gravité quantique à boucle, une théorie qui cherche à quantifier l'espace-temps lui-même, prédit naturellement un Big Bounce. Dans ce cadre, l'espace n'est pas continu, mais composé de minuscules grains discrets. Quand la densité de l'univers atteint la densité de Planck, la densité maximale possible dans la nature, une force répulsive de nature purement quantique entre en jeu, plus forte que n'importe quelle gravité. L'effondrement est stoppé net. L'univers rebondit. En 2023, une étude publiée dans Physical Review Letters a cherché des traces de ce rebond dans le fond diffus cosmologique, l'écho lumineux du Big Bang. L'idée est simple. Si notre Big Bang était lui-même un rebond, il aurait laissé des empreintes particulières dans la distribution de la chaleur du fond diffus cosmologique. L'étude a comparé ces prédictions aux données du satellite Planck. Les résultats étaient intrigants. Ni une confirmation, ni une réfutation nette. Mais ils montraient que le scénario du rebond n'était pas exclu par les données actuelles. Si le Big Bounce existe, notre univers ne serait qu'un chapitre parmi d'innombrables autres dans une histoire sans début ni fin. Chaque galaxie que nous observons, chaque étoile qui a jamais brillé, chaque atome de notre corps serait le produit d'un cycle cosmique particulier, né du rebond d'un univers précédent, destiné à se contracter à nouveau pour donner naissance à un univers suivant. Le temps lui-même deviendrait un concept circulaire, et les notions de passé et de futur perdraient leur sens absolu.
c'est une image vertigineuse. Mais il existe un autre scénario, celui que la majorité des cosmologistes considèrent encore comme le plus probable si l'énergie sombre ne disparaît pas complètement, mais se stabilise à un niveau faible ou maintient son intensité actuelle. Un scénario qui n'est pas une fin violente, ni un recommencement héroïque, mais quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus silencieux, et d'une certaine manière, de beaucoup plus mélancolique. Imaginez éteindre les lumières d'une pièce, l'une après l'autre. D'abord les lumières du plafond, puis les lampes de chevet, puis les veilleuses. Enfin, la dernière petite lueur dans l'obscurité. Et puis, plus rien. C'est ce que les physiciens appellent le grand gel, la mort thermique de l'univers, le Big Freeze. Dans ce scénario, l'énergie sombre persiste, l'expansion de l'univers continue et même s'accélère légèrement. Les galaxies continuent à s'éloigner les unes des autres et à mesure que le temps passe, elles s'éloignent de plus en plus vite, jusqu'au point où leur lumière ne peut plus jamais nous parvenir. Dizaines de galaxies naines auront dépassé notre horizon cosmologique. Elles auront disparu à jamais de notre ciel. L'univers observable se sera considérablement rétréci. Notre propre galaxie et Andromède, elle, se dirigent l'une vers l'autre. Dans environ 4,5 milliards d'années, presque l'âge actuel de notre système solaire, elles entreront en collision et fusionneront pour former une galaxie elliptique géante que certains astronomes ont déjà baptisée l'Actomède. Ce sera un événement spectaculaire, mais pas aussi destructeur qu'on pourrait le craindre. Les étoiles sont tellement espacées que la plupart ne se percuteront pas. C'est comme si deux nuages de moucherons se traversaient mutuellement. Mais les gaz interstellaires, eux, se comprimeront et s'allumeront, provoquant une flambée de formations stellaires, des milliards de nouvelles étoiles naissant dans la collision. Puis cette flambée s'éteindra, et le lent assombrissement commencera. Dans environ 1000 milliards d'années, soit une soixantaine de fois l'âge actuel de l'univers, les réserves de gaz interstellaires nécessaires à la formation de nouvelles étoiles seront épuisées. Les galaxies arrêteront de former de nouvelles étoiles. Celles qui existent mourront progressivement selon leur masse. Les étoiles massives, qui brûlent intensément, s'effondreront en étoiles à neutrons ou en trous noirs. Les étoiles moyennes, comme notre Soleil, gonfleront en géantes rouges, expulseront leur couche externe et finiront leur vie en naines blanches, des sphères incandescentes de la taille de la Terre, se refroidissant lentement dans l'obscurité. Les étoiles naines rouges, les plus petites et les plus frugales, brûleront pendant des centaines de milliards d'années supplémentaires avant de s'éteindre à leur tour, se transformant en naines noires, des cendres froides, invisibles dans le vide. Pendant tout ce temps, les perturbations gravitationnelles redistribuent lentement les membres des galaxies. Des étoiles sont éjectées dans le vide intergalactique, d'autres plongent vers les centres galactiques, grossissant les trous noirs supermassifs qui s'y trouvent. Les systèmes planétaires se déstabilisent. Les planètes sont arrachées de leurs orbites, certaines éjectées dans l'espace froid, d'autres précipitées dans leur soleil mourant. La Terre elle-même, bien avant d'en arriver là, sera englobée dans le Soleil devenu géante rouge, dans environ 5 milliards d'années, bien avant la fin de l'ère stellaire. Dans 1000 milliards d'années, les galaxies elles-mêmes se seront évaporées, leurs étoiles éjectées une à une, par des interactions gravitationnelles successives sur des durées inimaginables. Il ne reste plus que des trous noirs supermassifs isolés, flottant dans un vide quasi absolu, entourés de quelques rares naines noires et de fantômes de matière noire. Et puis vient l'ère des trous noirs. Les trous noirs sont les dernières structures persistantes de l'univers. Ils n'émettent pas de lumière, ils ne font rien d'apparent. Ils existent simplement, colossales et silencieux, dans l'obscurité totale. Mais même eux ne sont pas immortels. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking a prédit que les trous noirs émettent en réalité une infime quantité de rayonnement, aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Le mécanisme est quantique et subtil. Près de l'horizon d'un trou noir, des paires de particules et d'antiparticules surgissent spontanément du vide quantique. L'une des deux tombe dans le trou noir, l'autre s'échappe. Le trou noir perd une infime quantité d'énergie, et donc de masse. Sur des échelles de temps prodigieuses, cette perte minuscule s'accumule, et le trou noir s'évapore progressivement. Le temps d'évaporation dépend de la masse du trou noir. Un trou noir de la masse d'une étoile s'évapore en un nombre d'années avec 65 zéros derrière le 1. Un trou noir supermassif, au cœur d'une galaxie géante, s'évapore en un nombre d'années avec 100 zéros. Le nombre lui-même n'a aucune signification concrète. Aucune comparaison humaine ne peut l'illustrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que même les trous noirs finissent par disparaître. Quand le dernier trou noir s'évapore, il libère une ultime bouffée de rayonnement gamma, un flash lumineux bref et solitaire dans un univers vide depuis une éternité. Puis, plus rien.
Un gaz de photons, de neutrinos et de quelques particules élémentaires isolées, se dispersant dans un espace de plus en plus immense, de plus en plus froid, approchant asymptotiquement du zéro absolu sans jamais tout à fait l'atteindre. L'univers n'a pas explosé, il ne s'est pas effondré, il s'est simplement éteint, progressivement, sur des échelles de temps inimaginables, avec la dignité tranquille d'une étoile mourante. C'est la mort thermique, l'entropie maximale, l'état dans lequel plus aucun travail ne peut être accompli, plus aucune structure ne peut exister, plus aucune information ne peut se créer. Le dernier état d'équilibre d'un univers qui a vécu toute sa vie en transformant de l'ordre en désordre. Et pourtant, même dans ce scénario, quelque chose d'étrange se produit bien avant la fin. Quelque chose que peu de gens réalisent et qui change profondément notre compréhension de ce que la fin signifie vraiment. Quel que soit le scénario qui se réalisera, Big Crunch, Big Bounce ou Grand Gel, ce que les découvertes de DESY en 2025 ont clairement établi, c'est que nous ne comprenons pas encore l'énergie sombre. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous ne savons pas si elle est constante ou dynamique. Et cette ignorance n'est pas simplement un blanc dans notre connaissance. C'est le signe que la physique fondamentale est incomplète. Si l'énergie sombre s'avère dynamique, si elle évolue dans le temps, comme les données de DESY le suggèrent avec de plus en plus d'insistance, alors la théorie de la relativité générale d'Einstein, dans sa forme actuelle, ne suffit pas à décrire l'univers. Elle devra être généralisée, étendue, ou remplacée par un cadre plus vaste. Cette perspective est à la fois terrifiante et excitante pour les physiciens. Terrifiante parce que la relativité générale est l'une des théories les mieux vérifiées de toute l'histoire de la science. Chaque prédiction qu'elle a jamais faite a été confirmée, de la courbure de la lumière par la gravité au premier signal d'onde gravitationnelle détecté par LIGO en 2015. La briser, même partiellement, même seulement à l'échelle cosmique, c'est toucher à quelque chose de fondamental. Excitante parce que chaque fois que la physique a été forcée de dépasser ses limites connues, elle a découvert des territoires d'une richesse extraordinaire. La mécanique newtonienne ne comprenait pas l'électromagnétisme. La mécanique quantique a révélé le monde des atomes. La relativité a transformé notre conception du temps et de l'espace. Chaque extension a produit de nouvelles lois, de nouvelles particules, de nouvelles technologies, une compréhension plus profonde de la réalité. Si l'énergie sombre est dynamique, alors elle est physique. Elle obéit à des lois, elle est produite par quelque chose, elle interagit peut-être avec d'autres champs. Des centaines d'articles ont déjà été publiés depuis les résultats de 2024 et 2025, proposant des modèles, des mécanismes, des théories alternatives. Certains invoquent de nouvelles particules, un champ scalaire léger qui n'a jamais été détecté directement. D'autres modifient les équations de la gravité. D'autres encore cherchent un lien entre énergie sombre et matière noire, ces deux grandes inconnues du cosmos qui pourraient peut-être n'en faire qu'une. La réponse à cette question aura des conséquences qui dépassent la cosmologie. Elle touchera à la nature même du vide, de l'espace vide qui, selon la physique quantique, n'est pas vide du tout, mais bouillonne d'activité virtuelle. Elle touchera à la question de savoir si l'univers a une fin, et de quelle nature est cette fin. Elle touchera peut-être à des questions encore plus profondes sur la nature du temps, sur la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Car 1998 nous a appris que l'univers contient une force que nous ne connaissions pas. 2025 commence à nous dire que cette force est peut-être encore plus étrange que nous le pensions. Elle change, elle évolue, elle a peut-être une histoire propre, un début, une fin. Et si elle a une fin, si elle disparaît un jour, alors l'univers que nous connaissons n'est peut-être qu'une parenthèse dans quelque chose de beaucoup plus grand, une phase d'expansion dans un cycle cosmique qui se poursuit depuis avant notre Big Bang, ou peut-être un dernier chapitre qui se fermera doucement, dans le silence du grand gel, sans bruit, sans témoin. Les données continuent d'arriver. DESY cartographie l'univers, chaque nucléaire. Euclide scrute des milliards de galaxies depuis son perchoir dans l'espace. Et quelque part dans ces spectres de lumière ancienne, voyagés pendant des milliards d'années, se cache peut-être la réponse à la question la plus vieille du monde. Comment tout cela finit-il ? La réponse arrive. Pas encore, mais elle arrive. Et nous serons là pour vous la raconter. Si cette vidéo vous a fait ressentir la vertige du cosmos, si l'idée que l'énergie sombre s'affaiblit pendant que vous dormez, que l'univers prépare peut-être son effondrement ou son gel ultime pendant que vous vivez vos journées ordinaires, si tout cela vous a touché, alors laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce geste simple aide notre chaîne à exister, et il nous permet de continuer à explorer ces questions qui dépassent tout ce que l'humanité a jamais posé. Abonnez-vous à La Science Assoupie pour ne pas manquer les prochaines plongées dans les mystères du cosmos, de la physique et de l'histoire des sciences. Chaque semaine, nous prenons une question qui semble trop grande pour avoir une réponse, et nous essayons d'en approcher les bords. Et si vous souhaitez soutenir notre travail plus directement,
Le lien dans la description vous permet de faire un don à notre chaîne. Chaque donateur sera mentionné dans la prochaine vidéo, votre nom dans les étoiles, d'une certaine façon. Et dans votre don, vous pouvez nous proposer le sujet scientifique qui vous intrigue le plus. Une question sur l'univers, sur la physique, sur l'histoire des découvertes, et peut-être que votre curiosité deviendra notre prochaine vidéo. L'univers est immense, il est vieux, il est mystérieux, et il a encore beaucoup à nous dire.